J'ai toujours eu une âme d'entrepreneur, l'envie d'une certaine liberté. J'ai jamais fixé forcément dans quel domaine et c'était pas forcément dans ma tête, fixé pour être, dans le vélo. C'était pas une obligation, mais c'est vrai qu'à la fin de ma carrière et sur la période post-covid, j'ai fait un constat qui m'a un peu chagriné, c'est que, en fait, l'écrasante majorité des cadres sont fabriqués en Asie, hein, pour faire simple. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélos dits made in France, en réalité, sont assemblés en France. Dans le meilleur des cas, la peinture est faite en France, mais c'est assez rarement le cas. Donc en fait, en réalité, on dit made in France alors que les vélos sont juste assemblés en France. Bonjour et bienvenue dans l'entrepreneuriat, c'est du sport, le premier podcast qui mêle sport et entrepreneuriat. Je m'appelle Eric Allard et avec mes invités, nous allons parler des liens qui existent entre ces deux mondes. Car entreprendre, c'est au sens large du terme, vouloir mener à bien un projet, que ce soit dans le sport ou dans le business. En parlant de sport, je ferai le parallèle avec ce que vivent au quotidien mes invités, qu'ils soient dirigeants, managers ou entrepreneurs. Nous évoquerons les valeurs communes à ces deux univers, comme par exemple l'esprit d'équipe, la confiance en soi, la résilience ou encore la vision à long terme nécessaire à l'accomplissement des objectifs et à l'entretien de la motivation. Et les expériences partagées par mes invités vous aideront sûrement dans l'atteinte de vos propres projets. Si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, ou ce podcast en général, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. On va parler aujourd'hui d'entreprise, plus particulièrement dans le vélo, avec mon invité du jour, Niels Mangold. Bonjour Niels. Bonjour Eric. Je le disais, donc tu es un jeune entrepreneur, tu es un ancien coureur cycliste, tu pourras nous parler de tout ça, et tu es un jeune entrepreneur qui a lancé Nilman Bicycle à la française. Tu fais des vélos 100% français, tu es en Alsace. Je suis très heureux de t'avoir au micro, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça, des entrepreneurs qui font tout eux-mêmes et qui font en France, et surtout des anciens sportifs qui se reconvertissent. Très heureux de t'avoir donc avec nous pour cet épisode un peu spécial du podcast. Vous pourrez voir en fin d'épisode. Pour commencer, est-ce que tu peux, Niels, j'ai un petit peu vendu la mèche, mais est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous parler à la fois de ton parcours de sportif, mais également de ton parcours entrepreneurial, les deux étant pour le coup très liés? Oui, alors du coup, je suis passé effectivement de coureur à entrepreneur en 2022. Et en fait, c'était pour rassembler un peu toutes mes expériences, puisque je suis ingénieur mécanicien de métier et ancien coureur cycliste à haut niveau, en commençant dans mes jeunes années particulièrement par la piste, donc le sprint sur piste, et ensuite plus vers la fin de ma carrière sur les critériums à pignon fixe, où j'ai couru notamment pour le team Loop Crit, donc la marque Loop. Puis j'ai couru jusqu'en 2022 où j'ai fait 11e au championnat du monde de la discipline. La même année, j'ai lancé ce projet de développer ma propre marque. Pour être tout à fait clair pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas au fait de ces subtilités, pignon fixe, ça veut dire qu'il n'y a pas de vitesse. Et en fait, à partir du moment où la roue tourne, les pédales tournent et on ne peut pas à un moment arrêter de pédaler et puis continuer à avancer. C'est bien ça? C'est ça. En fait, le pignon fixe, du coup, c'est un vélo qu'on utilise normalement sur les vélodromes, qu'on sort des vélodromes et qu'on utilise sur la route. Donc, il y a pas de frein, il y a pas de roue libre, une seule vitesse et on est en liaison directe entre le pédalier et la roue arrière. Donc, souvent, les gens confondent avec les vélos hollandais, avec le rétropédalage qui nous freine. Là, c'est pas le cas. Si on pédale en arrière, la roue tourne en arrière et on recule, en fait. On est obligé de pédaler tout le temps. On peut pas s'arrêter de pédaler. Et comment vous faites dans les virages avec un pignon fixe? Parce que ça veut dire que si vous prenez un virage, forcément les roues tournent et ça veut dire que la pédale à un moment à l'intérieur du virage, elle se retrouve en bas. C'est quoi la technique pour tourner dans un virage serré sans que la pédale touche le sol et du coup que vous tombiez? Alors, il y a une subtilité technique déjà sur les vélos. Les vélos de piste ont un boîtier de pédalier qui est légèrement surélevé, donc qui permet d'avoir plus de garde au sol.
Idem pour la longueur des manivelles. En Critérium pignon fixe, on utilise des manivelles qui sont plutôt courtes, la plupart du temps 165 millimètres maximum. Du coup, ça permet d'avoir le maximum de garde au sol dans les virages. Et après, pour sentir la limite, bah, c'est là justement toute la technicité du pignon fixe où il n'y a pas que la puissance qui compte, mais aussi la technique de pilotage. Et si j'ai des bons souvenirs, je crois qu'on voit souvent ce type de vélo, dans les films, où il y a des livreurs à New York, hein, qui ont ce type de vélo avec des pignons fixes et qui vont dans les rues de New York à toute allure. Ouais, en fait, ça a été popularisé, le pignon fixe, justement par ces livreurs new-yorkais ou américains de manière plus générale. Et c'est arrivé en Europe un peu par la suite. Mais à la base, si on revient vraiment à l'histoire du pignon fixe, bah, en fait, les premiers vélos qui ont existé, c'était des pignon fixes. On est passé de la draisienne au pignon fixe. Historiquement, dans le monde du vélo, la roue libre est arrivée plus tard. Donc, c'est vraiment très, très ancien. Ensuite, si on avance un peu plus dans le temps et qu'on revient dans les années 50, 60, 70, les coureurs professionnels à cette époque-là s'entraînaient l'hiver sur des vélos à pignon fixe. C'est une pratique qui existe encore d'ailleurs. Moi-même, quand je faisais de la compétition, je m'entraînais l'hiver, même pour préparer une saison de route, je m'entraînais l'hiver en pignon fixe encore. Donc c'est une pratique qui a toujours existé, mais qui a été effectivement énormément popularisée par tous les clips, vidéos, films qui sont passés sur la culture américaine des livreurs en pignon fixe, qui font souvent un peu, il faut le dire, les sauvages en ville. Et le pignon fixe est aussi, ce qui est utilisé pour, les épreuves sur piste, comme on a pu le voir aux Jeux olympiques cet été. Sur les vélodromes, c'est des vélos à pignon fixe. C'est exactement ces vélos-là, en fait, qu'on sort des vélodromes pour les utiliser sur la route. Donc, c'est les mêmes vélos. Et comment on passe donc de coureur, alors même si tu l'as dit, ingénieur en mécanique, à vouloir créer sa propre entreprise, Nilman Bicycle, c'est quoi qui t'a fait sauter le pas? Est-ce que tu as toujours eu en toi cette âme d'entrepreneur ou, est-ce qu'il y a eu une circonstance particulière qui t'a fait dire: «Bah, tiens, en 2022, je saute le pas et je crée ma propre entreprise et je vais fabriquer mes propres vélos»? J'ai toujours eu une âme d'entrepreneur, l'envie d'une certaine liberté. J'ai jamais fixé forcément dans quel domaine, et ça, c'était pas forcément dans ma tête fixé pour être dans le vélo. C'était pas une obligation. Mais c'est vrai qu'à la fin de ma carrière et sur la période post-Covid, j'ai fait un constat qui m'a un peu chagriné, c'est que, bah, en fait, l'écrasante majorité des cadres sont fabriqués en Asie, hein, pour faire simple. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélos dits made in France, en réalité, sont assemblés en France. Dans le meilleur des cas, la peinture est faite en France, mais c'est assez rarement le cas. Donc en fait, en réalité, on dit made in France alors que les vélos sont juste assemblés en France. Et ben, en fait, la majorité du temps, il n'y a pas une seule pièce fabriquée en France sur le vélo. Il y a juste l'assemblage qui est fait en France. Et on appelle ça du made in France. Moi, je voulais prendre l'inverse de tout ça et dire, bah, en fait, non, on va faire un vélo qui est vraiment français. Et donc, bah, la pièce principale d'un vélo, c'est son cadre et sa fourche. Et du coup, bah, on fabriquait le cadre et la fourche en France avec une particularité un peu spéciale pour nous et venant du monde du haut niveau, c'est que du coup, nous, on utilise le carbone hein, comme matière de fabrication pour faire des cadres haut de gamme. Le carbone permet aussi de donner un comportement vraiment spécifique au vélo, beaucoup plus de flexibilité pour travailler sur le comportement qu'avec des métaux, peu importe lequel. Donc voilà, tout ce challenge-là pour nous de recréer un savoir-faire qui finalement existe quasiment plus en France et quasiment plus en Europe. J'ai vraiment presque reparti de zéro pour recréer ce savoir-faire et avec l'ambition de réindustrialiser cette partie-là en France. En tout cas, nous, c'est vraiment notre volonté. Et plus globalement, c'est de créer un maximum de valeur en France. Nos choix de composants se font en priorisant au maximum les produits qui sont fabriqués en France, hein, les pneus, les jantes, d'autres périphériques comme le guidon. On privilégie au maximum les pièces fabriquées en France. Ouais, il y a certaines pièces où il y a des choix à faire, évidemment. Des fois, il y a des arbitrages, c'est pas possible ou ce serait éventuellement possible, mais
pas assez abordable et ça aggraverait trop le prix du vélo. Donc, voilà, il y a des arbitrages à faire. Dans les vélos que vous faites, est-ce que ce sont des vélos à pignon fixe ou ça reste des vélos standards avec des roues libres, avec des vitesses, et cetera? Est-ce qu'il y a un vélo assistance électrique comme c'est la mode aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez, réussi à faire en 2 ans d'existence de Needman Bicycle? Combien de modèles vous avez aujourd'hui à présenter? Alors nous, aujourd'hui, on a une plateforme. Donc quand je dis plateforme, ça veut dire en fait, on a un moule, une forme de cadre, on va dire, et fourche. Donc on a une seule forme dans laquelle on fait 2 gammes de vélos. Donc c'est la même forme de cadre, esthétiquement c'est les mêmes, mais en réalité, le drapage du carbone n'est pas le même, le comportement du cadre n'est pas le même. Mais on a deux gammes, une gamme urbaine, donc avec des guidons plats, et une gamme loisir. Si je commence par la gamme loisir, on a 2 modèles, un modèle, gravel et un modèle route. Et sur, la gamme urbaine, on a un modèle, on démarre avec un monovitesse. Ensuite, on a un modèle avec, 8 vitesses, un modèle avec 11 vitesses et un vélo à assistance électrique, également dans la gamme. La particularité de tous nos vélos, ils sont en transmission par courroie au lieu d'une chaîne. On a fait le choix de mettre une courroie. C'était un moyen aussi en plus pour nous de se différencier au-delà de dire on a un vélo qui est vraiment fait en France. Voilà, au-delà de ça, on a le design du cadre qui compte évidemment, mais en plus, on a la particularité de la transmission qui est un petit peu originale, même si ça commence à se démocratiser un petit peu, principalement sur les vélos électriques. En tout cas, sur les vélos standards, c'est beaucoup plus rare. Alors on le voit, le vélo est quand même au centre de ta vie, à la fois en tant que sportif et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Est-ce que le cyclisme, le vélo en général, ça a été le sport dans lequel tu as toujours, rêvé d'être champion? Ou est-ce que tu as pratiqué d'autres sports? Ou est-ce que ça a toujours été le vélo? Alors, j'ai commencé en faisant un petit peu de foot. J'étais gardien de but, mais dès l'âge de 9 ans, je me suis mis au vélo et j'ai pas changé de sport, en fait. J'ai toujours fait du vélo, différentes disciplines. J'ai fait, bah, de la piste, de la route, plus spécifiquement du touring fixe sur la fin, mais ça a toujours été le vélo, en tout cas en termes de pratique. Alors, je précise que dans le vélo, il y a aussi d'autres, sports qu'on est obligé de pratiquer, notamment à l'entraînement. Quand on pense aux sprinters sur piste, visuellement, c'est des gros gabarits avec des grosses cuisses. En réalité, on passait plus d'heures en salle de musculation et à faire de la musculation et de l'haltérophilie qu'à faire vraiment du vélo. Donc, en sport de préparation, j'en ai effectivement pratiqué d'autres, mais par contre, en compétition, ça a toujours été le vélo et rien d'autre. Et parmi les sportifs ou les sportives, que tu admires ou qui t'inspirent à la fois par les performances qu'ils peuvent, faire sur le vélo ou ailleurs, hein, si c'est d'autres sportifs ou même, en dehors, de leur pratique sportive par, comment ils sont dans la vie courante et cetera. Est-ce que tu as des noms à nous donner? Est-ce que tu as par exemple, regardé, le Tour de France cet été? Est-ce que c'est un rendez-vous pour toi? Est-ce que tu as regardé les JO? Est-ce que c'est plutôt la piste? Est-ce que comme ça, tu as des noms, toi, de sportifs ou de sportives qui peuvent t'inspirer? Je vais citer un nom en particulier qui était une grosse source d'inspiration à l'époque. Pour moi, c'était Arnaud Tournant qui était le champion sur piste, champion français du sprint sur piste, avec, plusieurs records du monde et c'était vraiment ma première source d'inspiration. Et un petit peu plus tard, en fait, je suis un passionné de sport en général et j'aime beaucoup même regarder le sport à la télévision. Et un sport qui m'hypnotise vraiment, c'est le biathlon. Et je sais pas pourquoi, parce que moi, sur des skis, c'est assez rigolo à voir. Donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas, le regarder à la télé, c'est vraiment un sport que je trouve assez fantastique. Et je suis vraiment hypnotisé à regarder ça. Et du coup, Martin Fourcade, comment ne pas le citer? Je dirais, Martin Fourcade, c'est vraiment un athlète qui m'inspire beaucoup pour ce qu'il représente, dans ce sport et ce qu'il représente même encore aujourd'hui, maintenant qu'il est retraité depuis quelques saisons. Toutes les valeurs qu'il véhicule, c'est vraiment quelqu'un de super inspirant pour moi. Plus que ce que je peux retrouver dans le vélo, il y a quelques petites choses qui me dérangent. Si on parle du Tour de France, il y a des performances qui me rappellent de sombres années. Du coup, j'ai un petit peu plus de mal. Et c'est vrai que Martin, en dehors d'avoir été brillant sur la piste, il avait des valeurs de lutte, par exemple, contre le dopage, hein, parce que ça doit être à ça que tu fais référence. Il va récupérer prochainement une 6e médaille d'or olympique puisque,
En 2010, il fait médaille d'argent et finalement 14 ans après, le champion olympique, de l'époque qui était russe va être disqualifié. Donc il avait cette valeur-là de dépassement, quand on le suit sur les réseaux sociaux, il est vachement en lien avec la nature et cetera. Il a toujours prôné ce dépassement de soi d'une manière, saine et c'est vrai que, le vélo, est un sport qui a été gangréné longtemps par le dopage et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des cyclistes, les têtes de pont, qui font des performances extraordinaires et on ne peut pas s'empêcher de se dire: «Est-ce que c'est vraiment à 100 naturel ou pas, quoi?» J'ai grandi, dans les années, Armstrong-Ulrich. Alors c'était passionnant et je trouve toujours ça, même avec le recul, si on fait vraiment abstraction des scandales qui étaient derrière tout ça. C'était assez incroyable, hein, comme bataille, en tout cas moi, c'est avec ces batailles-là que j'ai grandi. Il y en a eu d'autres avant, il y en a eu d'autres après, il y en a des belles aujourd'hui. Mais, il y a toujours un petit peu ce côté qui reste et qui colle un peu à la peau du monde du vélo. Et j'en fais toujours partie. Vraiment quelqu'un comme Martin est tellement au-delà de ça. Il a toujours été clair, prôner des valeurs de nature, de «propreté» entre guillemets et je retrouve pas du tout ces discours-là, pour aucun athlète, dans le monde du vélo. Je retrouve pas un athlète qui soit aussi, intègre, je vais dire. Pour en revenir à Needman, Bicycle, comment ça s'est organisé depuis 2 ans? Est-ce que tu as créé ça tout seul? Est-ce que tu t'es entouré, de spécialistes, du carbone, même si tu étais ingénieur mécanique? Est-ce que tu connaissais ça? Est-ce que comment ça se passe? Comment ça s'est développé et comment elle s'est développée cette entreprise depuis 2 ans? Combien vous êtes aujourd'hui à travailler? Quelle est votre, capacité de production de cadres? Puisque vous faites, pratiquement tout vous-même, pratiquement à la main, hein. Je crois que c'est quoi? 25-30 heures pour faire un vélo, je crois, donc aujourd'hui, comment ça a évolué, Needman Bicycle depuis 2 ans? Alors j'ai fondé, la société seul, dans l'objectif initial de pas forcément tout fabriquer en France, d'essayer de rester en Europe, mais pas de fabriquer nous-mêmes, les cadres. Cette partie-là, ce pivot-là a été fait en 2023. Du coup, à partir de 2023, c'est là que je me suis attelé à vraiment développer le cadre, les moules, tels qu'ils sont aujourd'hui et on était en phase de développement, du coup, jusqu'au mois de septembre-octobre, 2024. Donc ça prend du temps, hein, c'est ce que je disais, recruter, du savoir-faire. Toute la partie recherche et développement est portée par, moi-même, donc je suis ingénieur mécanicien, mais après la partie matériaux, carbone, là, j'ai rajouté ces cordes-là, à mon arc et j'ai appris, toutes ces parties-là. Toute la partie, développement, c'est moi qui la porte. Aujourd'hui, on est 3 personnes, au total, avec 2 collaborateurs qui sont à la production des vélos et moi qui garde tout le reste. Tout ce qu'un entrepreneur doit gérer, plus la R&D, le commerce, et cetera. On a une capacité de production aujourd'hui, du coup, de 2 vélos par semaine. Donc, comme tu disais, hein, les chiffres, c'est bien cela. Il nous faut, un peu moins d'une trentaine d'heures, de main-d'œuvre par, vélo. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'un cadre en carbone, c'est, à peu près 500 morceaux de carbone. On vient disposer dans du mousse qu'on appelle le drapage et du coup, ce drapage-là est manuel, il ne peut pas s'automatiser. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est 2 personnes avec une capacité donc 2 personnes en production, avec une capacité de 2 vélos par semaine. Demain, la demande, augmente et on a besoin de produire plus, c'est directement de l'embauche puisque, bah, il y a une proportionnalité entre l'effectif et la capacité de production. C'est aussi ça que je veux faire valoir, c'est que quand on crée vraiment la valeur en France, ça peut créer très vite, beaucoup d'emplois, en fait. C'est là où c'est intéressant de tout faire, en tout cas les maximums en France et pas de faire uniquement l'assemblage du vélo. Parce que dans tout ça, l'assemblage du vélo, en gros, sur la 30 heures pour arrondir, le montage du vélo, c'est 1 heure. On voit bien la différence en termes d'effectifs si on fait que l'assemblage du vélo ou si on fait toutes les étapes. Nous, on fait vraiment tout, hein, on fabrique le cadre, on fait la peinture. Nos roues aussi, toutes nos roues sont rayonnées, en interne. On n'achète aucune roue complète, on rayonne 100 de nos roues. On fait le au maximum de choses. Et comment on arrive à exister sur ce marché-là qui est quand même dominé par des grands acteurs, hein, qui font des vélos, comme tu l'as dit, ben, en masse?
C'est quoi? C'est un positionnement haut de gamme? Ça veut dire avec des vélos peut-être, plus chers que ce qu'on peut trouver dans le public? Ça s'adresse à des passionnés? Ça s'adresse à des personnes qui veulent un vélo fait main, haut de gamme, comme on peut l'avoir dans d'autres domaines? C'est quoi votre positionnement et comment vous arrivez à vous démarquer des autres et à vous positionner sur ce marché-là? Alors nous, notre positionnement prix, il est pas si décorrélé du marché que ça. On est entre 3 000 et 6 000 €. Toute notre gamme est située dans cette fourchette-là. Ce qui reste, alors pour des vélos urbains, évidemment, c'est des budgets qui sont très, très importants. Par contre, si on pense, 6 000 € pour un vélo de gravel ou un vélo de route, puisque c'est ces 2 modèles-là à ce prix-là, bah, finalement, on est dans le marché en se différenciant à la fois par le côté vraiment made in France, par, la transmission par courroie, puisqu'aujourd'hui, si on recherche un vélo de gravel ou un vélo de route avec une transmission par courroie, bah, il y a pas d'offre en fait. Un moyen d'exister, c'est de trouver une niche, et en fait une innovation, mais sur le marché. Donc nous, on a essayé de se différencier en allant chercher, bah, cette niche-là. On ne s'adresse pas au grand public et notre volonté, d'aujourd'hui, c'est pas d'aller concurrencer les grandes marques et de produire des centaines de milliers de vélos par an. C'est pas l'objectif. Nous, l'objectif, c'est de rester sur des séries qui sont beaucoup plus raisonnables. Alors, l'objectif, évidemment, c'est que ça se compte quand même en milliers de vélos par an, mais pas en centaines de milliers. Donc, on va jamais aller concurrencer, les, Specialized Trek, les consorts. C'est pas notre objectif, pas sur ce projet-là, en tout cas. Et voilà, c'est sûr que nos clientèles pour, la gamme urbaine et bah, d'ailleurs pour la gamme loisirs, de fait, mais on s'adresse à des passionnés de vélo, des gens qui ont envie d'acheter un bel objet, un objet qui soit aussi différenciant. J'ai un peu 2 phrases que je dis régulièrement, c'est que déjà on veut redonner aux gens le plaisir de pédaler avec un bon vélo, qui soit performant, et aussi redonner au vélo une valeur statutaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, les voitures font passer des vies. Donc, de moins en moins de gens, finalement, de personnes posséderont de voitures. Il y a une place à prendre pour l'objet statutaire. Pour le coup, on est persuadé que le vélo peut avoir cette place-là d'objet statutaire dans un foyer. Et pour te faire connaître, justement, tu participes à des salons. Tu as participé récemment au salon du Made in France et vous êtes venu avec, un certain nombre d'exemplaires de votre production et en fait, il t'est arrivé un événement qui t'a pas aidé puisque, vos vélos ont été volés. C'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? C'est ça, ben, on était, du coup, au salon du Made in France, à Paris, qui avait lieu du 8 au 11 novembre 2024. Pour nous, ça a marqué le grand lancement de notre commercialisation, puisque juste tout de suite derrière, il y a vraiment un gros plan de commercialisation qui devait dérouler, le retour du salon. Et malheureusement, bah, la veille au soir de l'ouverture du salon, on s'est fait voler, nos 4 vélos d'exposition, qui étaient nos vélos TC aussi, hein, les 4 seuls qu'on avait. On s'est fait voler dans notre camion, à l'hôtel. Donc malheureusement, on s'est retrouvé du coup sur le salon du Made in France avec un stand, bah, quasiment vide, parce que, bah, on n'avait plus nos vélos. Donc c'est compliqué dans ces conditions-là, déjà, ne serait-ce que d'amortir, les coûts liés au salon, parce que vendre des vélos dans ces gammes de prix-là, sans pouvoir les montrer, on se doute extrêmement compliqué. Donc malheureusement, c'était un gros coup d'arrêt pour nous. Et puis, au-delà de ça, sur ces vélos-là, de retour du salon, devait partir en essai presse pour vraiment démarrer tout notre plan de commercialisation, le plan de communication. Et du coup, bah, on se retrouve sans ces vélos-là. Donc, le plan qui doit être complètement décalé de 2 ou 3 mois, reproduire du vélo à un moment où mécaniquement, bah, la trésorerie est à son plus bas, fin de période de développement, on a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent dans le développement. On comptait sur, le démarrage de la commercialisation en faisant un gros coup justement sur le salon du Made in France, rentrer un max de trésorerie à ce moment-là. Bon, bah, ça n'a pas eu lieu, donc on se retrouve avec une trésorerie, je vais faire simple, à sec et sans vélo, d'essai ou d'exposition. Donc, impossible de vendre ou de démarrer notre plan de commercialisation.
Oui, genre, on comprend bien. On sait que généralement, les débuts des entreprises sont pas forcément faciles. On entend souvent des entrepreneurs qui disent pendant les 12 ou 18 ou 24 premiers mois, je me suis pas versé de salaire, tout ça. Là, il y a eu autre chose. Et c'est aussi pour ça que je fais ce numéro un petit peu exceptionnel et en urgence et qui était pas prévu, qui va sortir le 23 décembre. Mais normalement, la saison 4 était finie parce que justement, pour pallier à ça, tu as lancé une cagnotte en ligne, une cagnotte Ulule, vous aurez bien sûr le lien. Et en fait, pour toi, aujourd'hui, c'est ça l'important. C'est-à-dire, c'est d'avoir cette cagnotte. Elle est déjà bien avancée, mais on lance ça parce que moi, ton projet me plaît. On avait prévu de tourner ce podcast, cet épisode en janvier, hein, dans la continuité d'une entreprise classique. Et là, on l'avance un petit peu parce qu'il y a cet état de fait qui est arrivé. On vous a volé les vélos. Ça a perturbé votre salon du Made in France et vous avez besoin d'aide aujourd'hui pour une entreprise française qui produit en Alsace. Comme tu l'as dit, si demain cette entreprise marche, et ben, qu'il faut plus de vélos, il y aura plus d'emplois. Donc moi, j'ai envie de vous donner un petit coup de pouce et j'ai envie pour ça de faire cet épisode un petit peu plus à l'arrache, on va dire, un petit peu plus rapidement. J'espère que la qualité conviendra aux éditeurs. Mais voilà. Donc aujourd'hui, vous allez lancer une cagnotte Ulule. Hein. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails dessus? Je mettrai bien sûr le lien, comme ça ceux qui sont intéressés pourront y aller. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe et à quoi ça va vous servir et quel est le nouveau plan de communication et de commercialisation grâce à tout ça? La collecte sur Ulule est déjà ouverte et court jusqu'au 9 janvier donc 2025. Donc, on a fixé un objectif sur cette collecte de minimum de 30 000 euros. Donc, sur ce genre de collecte, c'est tout ou rien. C'est où on atteint 30 000, si on les atteint pas, on a zéro en fait. Donc, le but, évidemment, c'est de les atteindre. C'était le montant minimum dont on a besoin pour passer le cap. Et quand je dis passer le cap, on a fait beaucoup d'efforts et on a mis en place beaucoup de choses en parallèle, hein, déjà, évidemment. Mais c'est avec ces 30 000 euros là qu'on va pouvoir tout simplement dérouler le plan tel qu'il était prévu, mais avec 3 mois de retard. Donc c'est pour passer ces 3 mois-là qui nous servent à reproduire les vélos, à recaler le plan de commercialisation, pouvoir continuer à faire aussi les investissements tels qu'ils étaient prévus. Un exemple dont on ne se rend pas forcément compte, mais je parlais de moules tout à l'heure pour fabriquer un vélo en carbone. On n'a pas besoin d'un moule par modèle, c'est un moule par taille dont on a besoin. Donc aujourd'hui, on a 4 tailles, on n'a pas tous les moules de toutes ces tailles-là encore. Donc par exemple, ça c'est un exemple d'investissement qu'on doit faire pour pouvoir produire d'autres tailles. Ça a un coût qui est pas neutre, hein, c'est entre 25 et 30 000 euros le coût d'usinage d'un moule. Voilà, c'est tout de suite des gros montants, des investissements qu'on a déjà fait, mais qu'on doit continuer. C'est à ça que sert la cagnotte. Après, si on dépasse l'objectif de 30 000 euros, tout ce qui va dépasser cet objectif-là va nous permettre de récupérer un petit peu le retard et de pouvoir anticiper d'autres investissements pour développer la gamme, développer des accessoires. Aujourd'hui, on avait des accessoires qui étaient prévus pour nos vélos. Je pense à un porte-bagages, à des garde-boue qu'on avait prévu de faire en fibre de lin, et cetera. Bon, bah, ça, c'est des choses que j'étais en train de développer, que j'ai dû mettre en stand-by pour gérer bah, cette mésaventure. Tout l'argent collecté sur notre appel à soutien va permettre de dérouler le plan tel qu'il était prévu, d'absorber la mésaventure et le retard qu'on a engendré à cause de ça. Pour être tout à fait clair par rapport à ceux qui nous écoutent et qui pourraient aller voir, vous n'êtes pas obligé pour participer d'acheter un vélo, hein, qui est un investissement conséquent. Suivant le montant que vous investissez, vous pouvez avoir des t-shirts, vous pouvez avoir une gourde, un bidon vélo, vous pouvez avoir aussi une initiation au vélo sur piste avec toi, puisque c'était une de tes spécialités. Vous pouvez aussi visiter les ateliers, etc., suivant le montant que vous mettez. Donc voilà, il y a vraiment pour toutes les bourses, c'est la période de Noël. Donc voilà, c'est pour une bonne cause. C'est pour une société qui fait du made in France et donc c'est pour ça que je fais ce numéro un petit peu exceptionnel qui n'était pas prévu. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre, pour inciter les gens à t'aider? Quand tu parles, par exemple, de visiter les ateliers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, qui prendraient cette option-là, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Combien de temps ils vont passer avec toi? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Alors nous, la visite de l'atelier, le but, c'est de montrer l'ensemble du processus de fabrication d'un cadre en carbone. Et dans cette contribution-là, il y a la participation aussi. Donc, c'est pas juste une visite, c'est aussi, bah, venez participer à la fabrication d'un cadre. Et l'objectif, c'est que les personnes qui choisissent cette contribution puissent participer
la fabrication, donc draper des morceaux de carbone dans les moules. Voilà, montrer vraiment tout ce processus de fabrication parce que c'est particulier et on le voit pas beaucoup. Les gens visualisent assez bien comment on peut souder un cadre en acier ou en aluminium, beaucoup moins comment on fait un cadre en carbone. Parler de 500 pièces pour faire un vélo, on s'imagine pas ce que ça peut représenter, mais quand on aligne les 500 pièces sur une table, ça fait beaucoup de surface de prise, donc voilà, c'est ce qui prend en fait le plus de temps, c'est le drapage du carbone. C'est la chose la plus intéressante à voir, à se rendre compte, de ce que ça représente, la dextérité dans les gestes, la précision. Selon moi, c'est une des parties les plus intéressantes, de cette contribution-là et de la visite. D'habitude, à chaque fin de podcast, je demande c'est quoi les projets dans les semaines, dans les mois qui viennent. Je crois que là, on va déjà aller sur jusque début janvier, la fin de la cagnotte Ulule. Et je te proposerai peut-être de faire un deuxième épisode ou un demi-épisode du podcast quand la cagnotte sera arrivée à 30 000 euros. C'est le plancher bas pour qu'elle soit débloquée, voire plus. N'hésitez pas. Et puis, on pourra voir comment vous avez continué. En tout cas, je voulais te remercier pour ça parce que je sais que ça ne doit pas être des moments faciles. Moi, j'en ai connu des moments difficiles, côté sportif, quand, tu es blessé dans une carrière et que tu as des échéances qui arrivent et que tu peux pas les atteindre. Aussi côté professionnel, aujourd'hui, on sent que tu es quelqu'un qui s'investit, qui a envie de développer une entreprise, made in France et puis, je pense que les vacances de Noël, là, tu vas quand même regarder pour voir si jamais la cagnotte augmente et puis, tu as envie que ça continue et je pense que ton projet, il est beau. Donc, voilà, je voulais apporter un petit peu ce coup de pouce supplémentaire si ça peut l'être. En tout cas, je suis ravi d'avoir échangé avec toi sur ta passion, sur ton entreprise, sur ton côté sportif. Merci pour tout ça, Nils, puis, on va continuer à rester en contact. Merci. Merci beaucoup Eric. Merci beaucoup pour l'invitation, pour le soutien et puis, le parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat. Je rebondis juste, rapidement sur ce que tu viens de dire, mais je suis en train de vivre exactement comme une blessure, pour un sportif de haut niveau à un moment clé. Voilà, c'est des moments difficiles et le plus important, c'est de voir le futur, fixer un nouveau cap et puis rebondir le plus haut possible derrière. Toutes les auditrices, tous les auditeurs, vous me suivez depuis plus de 120 épisodes, je compte sur vous, sur cette communauté. Même un petit geste, ça peut aider Nils, ça peut aider son entreprise, ça peut aider, Nilman Bicycle. Donc voilà, n'hésitez pas à participer ou ne serait-ce qu'à partager, à liker cet épisode. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère qu'on aura de bonnes nouvelles pour toi, Nils, début janvier. Tu nous tiendras au courant. Vous aurez tous les liens et puis on fera un suivi de cette aventure. Encore une fois, merci Nils et à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport.